dessous, l'actuel d'expression, ça qui est celle qu'est-ce qui se passe? Il y a essentiellement un moment dans cette il y a un moment où l'éditeur éventuellement demande de céder les droits, éventuelle période où on n'a pas le droit de partager le document, qui expire forcément 6 ou 12 mois après la publication grâce à la loi pour une république numérique, et il y a quand même cette fenêtre de quelques mois qui n'est pas couverte, où éventuellement le document n'est pas diffusable s'il y a des restrictions. Il y a des éditeurs qui n'imposent pas de restrictions, et donc ça va. Donc, si on applique la stratégie de non-cession des droits, donc ça lève cette restriction, cette fenêtre-là. Et donc, c'est demandé par le CNES sur tous les articles, l'ANER le demande aussi, donc il y a beaucoup d'agences et d'institutions qui le demandent, mais en fait, comme c'est juste une possibilité offerte par la loi, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un contrat ANER pour l'appliquer. Je veux dire, tout le monde peut la faire. Bon, c'est plus ou moins obligatoire si on a un contrat ANER, mais c'est rien de nouveau, c'est juste s'emparer d'une possibilité qui existe. Et très important, ça n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour les auteurs, c'est fameux. Et bon, il suffit de rajouter une phrase au manuscrit, donc c'est quand même vraiment pas très compliqué. Bon. Alors, on va faire trop long. Alors, j'ai dit qu'il y avait accès ouvert ou accès libre, donc c'est les définitions, c'est pas tout à fait pareil, il y a un peu des... bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais je voulais juste insister un tout petit peu là-dessus. Donc l'accès ouvert, c'est open access, au sens de ouvert, sans barrière, sans entrave, enfin, ni technique, ni, j'allais dire, ni financière, donc gratuit. En revanche, le libre accès, c'est vraiment l'idée que ça permet une libre réutilisation, et donc ça, ce n'est possible que s'il y a une licence libre. Et donc en anglais, c'est le free, comme on dit dans l'adage, free as in free speech, alors que le ouvert, ce serait plutôt free as in free beer, donc c'est juste gratuit. Là, c'est vraiment la liberté au sens, pas libre au sens de liberté. Et je vais dire juridiquement, juridiquement, en fait, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Donc s'il n'y a pas de licence sur un document, on a juste le droit de le lire, mais on n'a pas le droit de le partager. Donc pour avoir le droit de partager, il faut qu'il y ait une licence. Donc le libre accès, c'est quand même plus fort que l'accès simplement ouvert, mais l'accès simplement ouvert est déjà pas mal. Alors, pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, des fois, il y a de l'accès ouvert chez l'éditeur, même en payant des APC, mais qui n'est pas nécessairement libre, parce que des fois, il y a des éditeurs qui ont des licences qui ne sont pas des licences libres, qui sont quand même un petit peu restrictives. Et donc, du coup, la stratégie de non-cession des droits est quand même encore utile aussi à ce niveau-là. Il y a même... J'ai vu récemment, il y a ce qu'on appelle le delayed open access, l'accès ouvert avec embargo. Donc on paye pour un accès ouvert, mais il y a encore un embargo. Qu'est-ce qu'on n'invente pas pour trouver encore des clauses. Et puis bon, il y a l'accès ouvert qu'on peut qualifier de pirate, qui est SCIA ou ResearchGate, c'est un peu pareil. Bon, certes, c'est utile, mais ce n'est pas du libre accès. Le jour où tout est en libre accès, on n'a plus besoin de pirates. Tout sera libre. Et donc, oui, les financeurs, justement, quand on disait que l'ANER et tout ça, demandent non seulement que les documents soient en accès ouvert, mais en accès ouvert avec une licence si pareil. Donc, c'est vraiment l'accès libre qui est demandé. J'ai dit que j'allais revenir sur les APC. Donc, quel est le problème des APC? Il y en a plein. Donc, d'abord, je veux dire, payer pour être publié, ça pose déjà et surtout des problèmes éthiques. Si on paye pour être publié, il y a un conflit d'intérêts. La revue, plus elle accepte l'article, plus elle gagne de l'argent. Et donc ça favorise malheureusement toutes les pratiques d'édition prédatrice, ou d'édition de qualité douteuse jusqu'à l'édition prédatrice. Un autre point, c'est que ça remplace d'une certaine façon l'inégalité de l'accès aux résultats par une inégalité de la capacité à publier. Si on n'a pas d'argent, je ne peux plus publier. C'est quand même encore plus grave que de ne pas avoir accès aux résultats. Si je n'ai pas accès aux résultats, je peux toujours demander à des collègues s'ils ont accès à l'article. Si je ne peux plus publier, c'est beaucoup plus grave. Et puis, ça coûte beaucoup plus cher à ceux qui écrivent beaucoup et un peu moins à celles et ceux qui ne font que lire. Typiquement, j'ai les partenaires industriels, qui
qui payent quand même beaucoup d'abonnements pour lire des revues, qui ne publient pas beaucoup, pour eux, ce serait tout bénef que tout soit avec APC, parce que dans ce cas-là, il n'y a plus que les universités qui payent. Et puis surtout que ça augmente encore la dépendance envers les grands éditeurs, hein, parce que si l'abonnement est trop cher, je peux arrêter l'abonnement. Si c'est trop cher pour publier, ben, là, je ne peux plus faire grand-chose. Et puis les prix pratiqués en général sont sans aucun lien avec les coûts réels. Hein. Donc l'acronyme, la APC en général, c'est présenté comme des Article Processing Charges, c'est que ce n'est pas du tout. Enfin, ce n'est pas un frais de dossier. Enfin, c'est beaucoup plus que ce que ça coûte. C'est vraiment une taxe ou une espèce de redevance pour les auteurs. Hein. Donc c'est des Author Publication Charges. Mais en fait, comme les prix sont en fait même sans aucun lien et dans certaines revues extrêmement prestigieuses, ça revient très cher. Hein. Donc je dirais que c'est des Article Prestige Charges. C'est qu'on achète le prestige. Donc c'est son lien réel avec un coût. Un dernier mot, oui, juste pour illustrer ça. Alors, excusez-moi de prendre les chiffres du CNRS. Alors, sur le dos d'une enveloppe, hein, à la louche, le budget, en gros, des ressources dans BIP CNRS, enfin le portail de documentation pour toutes les UMR, c'est 10 millions d'euros par an, dont 5 millions par Elsevier. Ça va peut-être changer un jour. La production scientifique du CNRS, c'est environ 50 000 articles par an. Et le prix standard, pareil, très arrondi, dans un modèle auteur-payeur, c'est de l'ordre de 2 000 euros par an. Donc le calcul est vite fait. Hein, si on passe d'un modèle où on paye des abonnements, donc 10 millions par an, où on ne paye plus que les articles, ça fait 100 millions. Hein. Donc c'est par 10. Bon, bien sûr, il y a des co-auteurs qui ne sont pas CNRS, donc c'est peut-être pas x10, c'est peut-être que x5 ou x4. Mais donc rien que, l'argument financier devrait déjà disqualifier le modèle auteur-payeur. Et comme je disais, si les abonnements sont trop chers, on peut éventuellement arrêter les abonnements. Ce n'est pas nécessairement une catastrophe. Hein. En revanche, si c'est trop cher pour publier, là, il n'y a plus aucune alternative. Donc c'est beaucoup plus grave. Dans ce sens que le remède serait plus grave que la maladie si on tombe dans ce système-là. Voilà, alors, pour pas trop déborder, quand même quelques mots sur l'évaluation. Hein. Donc l'idée, c'est que si on veut avancer sur les principes de la science ouverte, les publications, les données, les méthodes, les logiciels, tout ça, il faut aussi repenser l'évaluation de la recherche selon ces mêmes principes. Et donc c'est écrit dans le plan national de la science ouverte et par plein d'autres agences. Donc, quels sont les principes d'une évaluation saine en accord avec les principes de la science ouverte? C'est une évaluation qui sont qualitative plutôt que quantitative. Donc il y a encore trop souvent c'est pas sur des indicateurs discutables. Hein. L'idée aussi, c'est que tout type de production peut être un élément d'évaluation, pas que les articles dans des revues, à charge des auteurs d'expliquer pourquoi c'est important. Enfin, telle chose, un préprint, en mathématiques, des fois, des préprints sont extrêmement importants, même avant que ce soit publié. Donc, je veux dire, il faut pouvoir s'adapter à tous les cas. Donc, toute la diversité doit pouvoir être prise en compte. Et, bien sûr, il faut aussi pouvoir apprécier les efforts faits pour rendre disponibles des données ou des codes. Évidemment, ça prend... mettre un article sur AL, j'ai dit que c'est très facile, mais mettre des données de manière documentée disponible ou des codes réutilisables, ça, c'est quand même beaucoup d'investissement. Donc, il faut aussi que ça se soit apprécié et éventuellement récompensé. Donc là, ça ne fait que suivre un peu les recommandations de la déclaration de Dora là, sur le Research Assessment, qui est déjà un petit peu ancienne, plein d'institutions sont signataires, et la plus récente, la Coalition pour l'évaluation également, qui préconise des choses dans ce sens-là. Alors, un peu dans le sens de cette évaluation qualitative plutôt que quantitative, on peut faire ce petit exercice de dire, mais combien d'articles, depuis qu'il existe des articles, combien y en a-t-il qui sont sortis? Alors évidemment, c'est difficile de faire un peu des estimations. Hein. Depuis 1665, qui est sur l'année de naissance de la première revue scientifique, la revue des savants en France, qui a précédé de quelques semaines les Philosophical Transactions de la Royal Society en Angleterre. Bon, les Philosophical Transactions existent toujours. Bon, en gros, on peut trouver à peu près le chiffre de 80 millions. Hein. Et actuellement, c'est aussi... serait très approximatif, mais de l'ordre de 2 ou 3 millions par an. Donc ça fait quand même énorme. Hein. Et ça fait beaucoup, et je dirais que même ça fait beaucoup trop. Hein. Parce que dans ces millions d'articles, combien est-ce qu'il y en a qui
n'ont pas d'intérêt, hein, et qui ne sont, comment dire, qui ne sont même pas faux. Enfin, s'ils sont faux, on peut passer son temps à les corriger, mais s'ils ne sont même pas faux, quel est l'intérêt? Donc, il y a un peu, dans cette optique d'améliorer les choses, peut-être, une des options aussi, c'est en fait, donc plutôt que de passer notre temps à faire beaucoup de publications, mais essayer d'en faire des meilleures. Hein, donc, publier moins et mieux, ça peut être bon pour tout le monde. Et donc, je veux dire, là, on est tous partie prenante, donc nous sommes tous responsables, on peut tous faire quelque chose, disons, pour que l'évaluation se fasse mieux. Hein. Et donc, juste si je reviens là-dessus, et donc quand je dis tous, tout à l'heure on avait évoqué les plus jeunes ou les plus avancés dans leur carrière, donc d'une certaine façon, la responsabilité est sans doute plus forte envers les plus anciens, des gens qui commencent à avoir des cheveux blancs, enfin qu'on a plus de chances d'être dans des comités d'évaluation ou de sélection. Donc c'est vraiment la responsabilité à ce moment-là de faire en sorte que l'évaluation se fasse sur des critères sains, hein, et peut-être de temps en temps pousser une colère si ça ne se passe pas comme il faut. Enfin, ça demande des fois un certain courage. Bon, mais il faut, quoi. On ne peut pas demander ça aux jeunes, il faut que les gens qui sont en place puissent s'y coller aussi. C'est comme pour les climats, quoi. Enfin, ceux qui ont déjà beaucoup pollué ont une plus grande responsabilité que ceux qui commencent à polluer plus récemment. Il ne faut pas qu'ils arrivent là aussi. Oui, alors, peut-être faire encore une parenthèse. Donc j'ai parlé d'indicateurs discutables. Alors, je n'ai pas dit que tous les indicateurs sont mauvais. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des indicateurs qui sont... C'est-à-dire quelque chose, typiquement, je ne sais pas s'il y a un article qui est cité un très grand nombre de fois, enfin, on peut quand même imaginer qu'il y a quelque chose qui est important, qui a eu un impact. Hein. Mais, en revanche, il y a quand même un indicateur qui est mauvais, c'est le Journal Impact Factor. Hein. Donc celui-là, comme c'est écrit dans Dora et dans ailleurs, on ne devrait plus en entendre parler. Alors pourquoi est-ce que le Journal Impact Factor n'a pas de sens, hein? Alors d'une part parce que c'est basé sur les bases de données Clarivate, enfin du Web of Science, donc une base fermée dont on ne connaît pas bien le périmètre, donc on ne peut pas vérifier comment c'est calculé. Ça confond le contenu et le contenant. Enfin, on juge un article par quelque chose qui est censé caractériser la revue. Donc, de certaine façon, on regarde l'emballage du papier cadeau plutôt que ce qui est à l'intérieur. Donc, je veux dire, ce qui est important, il faut pouvoir regarder dedans, hein, même si c'est très bien emballé. Et puis surtout, je m'adresse aux mathématiciens, que je veux dire, c'est une quantité qui est mal définie mathématiquement. Ça ne converge pas. Hein. Je veux dire, pourquoi est-ce que ça ne converge pas dans la limite des grands nombres? C'est parce que la distribution des citations, ce n'est pas une distribution gaussienne. Hein. C'est une distribution qui est dominée par les événements rares et intenses. Donc, dans la limite des grands nombres de publications, la moyenne n'est pas bien définie. Et certainement pas avec 3 chiffres derrière la virgule. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas... Par exemple, Nature, qui est considérée comme une très bonne revue avec un très fort facteur impact, la moitié des articles de Nature ne sont pas cités 2 fois. Il y en a quelques-uns qui sont énormément cités. Il faut essayer d'en faire un qui ait de l'impact, pas juste être dans une revue qui... Je referme ma parenthèse. Alors, oui, vous me parlez de transformer les pratiques, donc évidemment, il y a beaucoup de ressources un peu partout. Donc là, au niveau du Comité pour la science du vert, il y a tout un ensemble de documents qui sont disponibles, enfin, je ne vais pas les détailler. Et alors, juste pour terminer, et laisser de la place à un peu de débat, je pense que pour votre question, c'est quand même important. Pour conclure, je dirais que qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Toute une publication en accès libre sur HAL, ça c'est vraiment pas difficile à obtenir. C'est rarement une bonne idée de payer pour être publié. L'annonciation des droits est quelque chose dont tout le monde peut s'emparer et qui peut vraiment faire changer les choses. Publier moins et mieux, ça peut quand même aussi rendre service. Hein. Et puis, surtout, la société tout entière doit pouvoir bénéficier des connaissances qu'elle a produites et financées, et donc il faut que les résultats scientifiques soient en libre accès. Et alors, juste mon rêve, c'est que, on parle beaucoup de sciences ouvertes, hein. Donc mon rêve, c'est que ce terme de science ouverte, c'est quand même un pléonasme, hein, qu'un jour on puisse juste parler de science tout court et que ça devrait suffire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je pense que le temps à discussion, s'il y en a, s'il y a des questions, des commentaires. Merci pour toutes ces infos. J'aurais 2 questions.
D'abord, les pays qui publient le plus, c'est les États-Unis et la Chine. Est-ce que les deux sont suivent ces recommandations et comment ils se placent dans tout ça? Ça, c'est ma première question. Alors ça, les États-Unis et la Chine, c'est pas du tout encore la même situation, mais ça vient doucement. Je veux dire, aux États-Unis, il y a pas mal d'universités qui sont signataires de DORA. Beaucoup dans les revues dites internationales, mais en fait, elles sont américaines. Oui, mais bon, après, il y a aussi beaucoup de Français ou d'Européens qui sont dans les comités scientifiques de ces revues internationales, donc ils ont aussi leur rôle à jouer. Non, bien sûr, tout n'est pas évident. Je veux dire qu'il faut... j'imagine que vous parlez du fait quand je dis publier moins et mieux, quoi. Enfin, on dit, ouais, mais si je veux avoir quelque chose, j'en rends compte le nombre de publications. C'est sûr que c'est pas gagné. Mais je veux dire, même en Chine où le nombre d'articles explose, il y a quand même, bon, il ne va montrer personne du doigt, mais je veux dire, il y a beaucoup d'éditeurs qui, là, encore la semaine dernière, il y a un éditeur chez MDP, il y a tout un ensemble de revues qui ont été désindexées du Web of Science parce qu'ils considèrent que ce n'est plus des bonnes revues. Donc il va falloir récalculer tous les facteurs d'impact, si les revues sortent de la base de données. Donc il y a quand même, bon, je veux dire, il y a une tendance générale à favoriser la qualité plutôt que la quantité. Bon, ce n'est pas gagné. Et puis, ma deuxième question, c'est, bon, je parle de ma discipline, mais j'imagine que c'est la même chose dans d'autres. On a des Donc, quelle est votre discipline? En physiologie humaine. On a des revues qui sont quand même très cotées, je dirais, et quand on leur envoie un article, parfois, on nous dit votre article est bien, mais pas assez bien pour être publié dans notre revue. On vous propose notre revue, je ne sais pas comment la qualifier, jumelle, qui elle est en sciences ouvertes, mais on voit bien qu'elle est quand même moins bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors ça, c'est notre vaste sujet. Je veux dire, les comités scientifiques des revues sont souverains. Enfin, je dirais, ils font ce qu'ils veulent. Alors, si l'argument de dire je jette l'article parce que c'est cela, bon, si c'est pour des raisons comme ça, déjà, au niveau du comité sciences ouvertes, je pense qu'on est preneur de ce genre d'informations. Après, il peut peut-être... Mais par exemple, chez Elsevier, il y a tout un ensemble de revues qui s'appellent les revues miroirs. Donc la revue Toto et il y a la revue Toto X, qui est... en fait, il y a le même comité scientifique, mais Toto X est entièrement en accès ouvert, avec APC, alors que l'autre ne l'est pas. Donc c'est une façon de contourner l'interdiction des revues hybrides. Pour dire qu'ah non, finalement, ce n'est pas une revue hybride, c'est une autre revue entièrement en accès ouvert avec APC. C'est du vent, mais... Oui, mais enfin, on est quand même confronté à... Oui, alors, si c'est toujours ces questions, bon, j'ai dit payer pour être publié, c'est pas souvent, des fois, il n'y a pas le choix. Dans ce cas, s'il n'y a pas le choix, voilà. Mais bon, il y a déjà la stratégie de dénonciation des droits qui permet de justement dire, je n'ai pas l'accès ouvert chez l'éditeur, je ne prends pas l'option hybride, je mets sur HAL ou dans une archive ouverte. Je peux répondre à toutes les recommandations, à toutes les obligations contractuelles sans payer en plus. Même si, évidemment, si on a une ERC ou un contrat ANR à payer quelques milliers d'euros pour des articles, c'est pas grand-chose. Mais non, Je t'ai vu, mais il y a une question derrière. Merci beaucoup pour cette présentation qui clarifie beaucoup de choses. Moi, j'avais une question concernant publier moins et mieux. Alors, pourquoi les écoles doctorales certaines écoles doctorales exigent X papier à la fin d'une thèse? Pourquoi ne pas laisser à l'encadrant de dire on va publier un bon papier, il y en aura qu'un, il sera bon, plutôt qu'être obligé de pousser l'étudiant à publier une Xème revue qui va gonfler le nombre de publications quasi inutiles qu'on peut avoir dans la littérature. Si je parle pour ma spécialité, qui est la biologie. C'est là que je parlais de la responsabilité de ceux qui sont dans les comités. Oui, dans les écoles doctorales aussi, c'est des responsables. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu dans une université lyonnaise que je ne citerai pas, un document pour demander dépôt d'une habilitation, d'indiquer le facteur d'impact des journaux. À une université qui a signé DORA. Donc... Ma deuxième question, une remarque, c'est quand
on sait que Elsevier, par exemple, le gain d'Elsevier annuel est supérieur à celui de Coca-Cola ou de Microsoft, en tout cas c'est ce qu'on lit dans les blogs sur la science ouverte, comment des mastodontes comme ça vont se laisser faire, hein? Il y a un enjeu majeur financier. Est-ce qu'ils vont se laisser dépouiller sans rien dire, ou est-ce qu'ils ont des moyens juridiques internationaux de lutter contre David qui lui dit on va mettre simplement une ligne de cession de cession des droits, justement, de licence libre. Voilà. On doit voir apparaître maintenant des mouvements de la part de ces mastodontes pour lutter contre le dépouillement systématique. Oui, alors je ne dirais pas jusqu'à parler de dépouillement, juste, je veux dire, s'ils gagnent leur argent concrètement, si l'argent qu'ils facturent correspond à un service rendu, je n'y vois pas de problème. Si c'est pour payer des agences de communication et des fonds de pension, c'est autre chose. Alors, bon, là, vaste question. Hein. Je veux dire, si ces mastodontes sont devenus des mastodontes, c'est aussi en partie de notre responsabilité qu'on a laissé passer toutes ces revues il y a 50 ans ou il y a 100 ans, ce n'était pas comme ça, quoi, hein. Après, d'une part, il y a la possibilité, et ça... je l'appelle de mes voeux, et le comité Sciences Ouvertes, on essaye un peu de lutter dans ce sens-là. Il y a le Fonds national, qui finance, le Fonds national pour la science ouverte, qui finance des initiatives éditoriales alternatives. Il y a un peu l'incitation, dans les journaux chez Elsevier, il y a des comités scientifiques. Enfin, ce qui fait la qualité d'un journal, ce n'est pas le tampon Elsevier, c'est la qualité du journal scientifique et le sérieux des rapporteurs auxquels ils font appel pour évaluer les résultats. Donc un journal, le comité scientifique d'un journal peut dire mais je change de crèmerie. Enfin, je veux dire, Elsevier qui est un éditeur, un publiant, il peut aller ailleurs. On a eu l'exemple des comptes rendus de l'Académie des sciences qui sont passés au centre Mersenne. Donc je veux dire, ça c'est un très, très bon exemple. Il y en a eu d'autres, malheureusement il n'y en a pas beaucoup, hein, mais je veux dire, tout ça c'est possible. Hein. Donc c'est pas, je veux dire, on ne va pas juste attendre que les grands éditeurs essayent de se protéger. Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est que, quand on voit bien, Elsevier en particulier, hein, à peu près tous les journaux sont en train de basculer, en partie vers l'accès ouvert entier avec APC, dans le sens que dans ce cas-là, on n'a plus le choix, on ne peut plus s'arrêter des abonnements, et puis ça devient, finalement, l'activité édition de revue devient presque annexe, c'est en train de se transformer en entreprise de base de données, Scopus et tout ça, et que finalement, ça, c'est un autre champ de bataille, d'avoir des bases de données bibliométriques libres pour ne pas être dépendant des choses comme Scopus et le Web of Science. Il y a Dimensions, mais Dimensions, c'est Springer, et c'est gratuit, mais ce n'est pas libre, hein, donc ça ne résout pas les problèmes non plus. Donc, je veux dire, ces entreprises sont en train de se muer en entreprises de données et plus d'édition et ça devient d'autant plus inquiétant. Mais je veux dire, on n'est pas obligé de se laisser faire. On peut, évidemment, convaincre un comité scientifique d'une revue d'en changer, c'est pas si simple. Des fois, le nom de la revue a été racheté aussi par l'éditeur, donc il faut aussi dans ce cas-là que la revue change de nom. C'est pas simple, mais il y a des solutions. On n'est pas obligé de se laisser faire. Et c'est notre responsabilité, parce qu'en partie, on a laissé partir beaucoup de revues qui étaient dans le temps gérées par des sociétés savantes, qui sont fait racheter par Taylor, les majors de l'édition. Il y a 30 ou 40 ans, on pensait que c'était bien, mais on a vu... c'est pas dans l'économie classique, la concurrence joue. Là, la concurrence ne joue plus, quoi, hein, parce qu'on ne peut pas remplacer une revue par une autre, donc c'est beaucoup plus grave. Mais en dépensant suffisamment d'énergie, on peut faire quelque chose pour ne pas se laisser faire. Juste une petite réponse par ce qui concerne l'école de Toral. Il y a, en tant que référence sociale, je me sens certainement la responsabilité de me faire porte-parole de ce genre de problématique. Ce sont des questions tout à fait pertinentes, on peut continuer à en débattre, et il y aura un moment où on fera un point avec l'école de Toral sur ce point et d'autres points qui concernent les pratiques du soutenance de thèse. On peut en discuter tout à l'heure, mais c'est certainement quelque chose qu'on va tenir en compte au niveau de la référence sociale. Je vous remercie de votre présentation. J'étais curieux par rapport à ce que vous avez dit sur l'évaluation des collègues du CNRS. Donc, si j'ai bien compris, ils sont évalués uniquement par ce qui est sur HAL.
Et est-ce que la notice suffit ou est-ce qu'ils doivent systématiquement mettre le document correspondant? Alors, ça se fait en deux temps. En premier temps, c'était juste la notice pour ne pas brusquer nos chers chercheurs, n'est-ce pas, qui leur demandent trop. Et maintenant, c'est avec texte intégral. Donc, c'est que ce qui, enfin, dans le CRAC, là, le compte rendu annuel des chercheurs, mais d'autres choses, ça ne prend en compte que ce qui est sur HAL en texte intégral. Alors, s'il y a, typiquement avec la loi pour une république numérique, s'il y a encore un embargo, mais justement sur HAL, c'est très bien fait, hein, on peut déposer tout de suite et juste programmer un embargo. Donc, il n'y a pas besoin de se souvenir que dans 6 mois, je libère le document. Et donc, ça paraît déjà avec texte intégral et ça paraît. Et il n'y a pas eu tant de gens que ça qui ont protesté quand ça a été mis en place. Donc, et ça fait, enfin, comme quoi c'est possible de faire bouger les choses. Ils ont même automatisé, si vous voulez, les départs des chercheurs et alimentés par le dépôt en texte intégral dans HAL. C'est automatique. Et c'est l'évaluation du chercheur, pas de l'unité de recherche. Merci beaucoup pour ton exposé. J'avais une question sur la stratégie de négociation des droits. Donc, je comprends bien l'intérêt de mettre une CC BY dès le début qui laisse le droit à l'auteur de mettre son article sur HAL, etc. Au bout. Mais finalement, tant que l'auteur, c'est une discussion qu'on a eue avec des collègues récemment, tant que l'auteur n'a pas cédé ses droits à l'éditeur, il est détenteur de tous les droits sur l'article. Donc finalement, même la version que l'on a acceptée, là, elle n'a pas, tant que l'auteur. Donc c'est celle qui intègre les révisions lors du processus d'évaluation. Elle est encore la propriété de l'auteur. Elle n'a pas encore signé. Oui, alors, justement, c'est vrai que bon, il y a pas mal de petites subtilités, mais je veux dire, c'est très important. Je veux dire, aussi longtemps qu'on n'a pas cédé les droits, bien sûr, tout va bien. Mais donc, le point important, c'est qu'il faut mettre la licence CC BY sur son document avant de cocher une case « Je cède mes droits ». Hein. Il n'y a jamais eu d'exemple. Il y a des gens qui mettent des fichiers éditeurs sur des pages web tout à fait officielles. Il n'y a jamais eu de problème. Hein. Enfin, ou très rarement. Mais, oui. Alors, il y a quand même... Alors, ça dépend un peu des éditeurs, mais il y a des clauses où au moment où on cède ses droits, on cède aussi les droits sur le manuscrit auteur. Et donc, justement, le plus important, c'est d'appliquer la licence CC BY avant de soumettre à l'éditeur. En fait, il pourrait suffire de le faire juste avant de céder ses droits. Parce que je dirais, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a cédé des droits, on a peut-être cédé le droit d'apposer une licence libre sur son manuscrit auteur. Alors que si on a déposé une licence libre sur le manuscrit auteur, je peux céder tous les droits qu'on me demande de me céder parce que je ne cède plus que les droits qui sont encore cessibles. Hein, et donc, ça ne comprend pas le droit de déposer droit. Donc, c'est en ce sens. Mais selon les... Il y a certaines... Selon les revues, la signature du contrat, cession des droits, ça peut se faire déjà lors de la soumission ou des fois juste à l'acceptation. Enfin, donc, ça, c'est... mais... oui, ça dépend... oui. Il y a des cas où, même si on n'a pas appliqué la stratégie de non-cession des droits, ça marche encore, mais on prend des risques. Quoi. Enfin, voilà. Donc, si on applique la stratégie de non-cession des droits, on est tranquille. Il y a d'autres questions? J'avais une question vis-à-vis de SciHub ou ResearchGate. Donc SciHub, on ne peut pas y accéder en théorie, sauf sur un VPN, bien sûr. Si on est sur EduRope, on a accès à SciHub. Je ne sais pas si vous êtes chiffré, mais... il faut avoir la bonne adresse, mais enfin bon. Comment se positionnent les institutions universitaires françaises par rapport à l'enseignement, quand on enseigne aux étudiants la recherche documentaire? On a tous une diapo au SciHub en disant « Je ne vous ai pas montré cette diapo, c'est illégal ». Comment l'institution se positionne par rapport à ça? Et bon, par rapport à l'ISAGES, c'est notre problème, mais voilà, par rapport à SciHub tout spécifiquement. Des arguments de la économique qui fait que c'est sûrement un peu discutable. Alors, bon,
alors, SciAp est illégal. Enfin, c'est pas illégal de lire, c'est illégal de l'alimenter. Hein. Donc, des choses qui existent sur le web, on peut les lire. Hein. Ça, on ne va pas aller en prison parce qu'on lit des choses qui sont sur le web. Enfin, si on regarde des vidéos sur YouTube qui vont être enlevées la semaine d'après, ça, c'est pas... c'est qui est illégal, c'est de l'alimenter. Donc, allez consulter des articles sur SciAp, ce n'est pas... Après, bien sûr, ce serait bien mieux qu'il soit dans HAL ou ailleurs et qu'on n'ait pas... Où, il y a les boutons on paywall, enfin, donc si on a un DOI, il va le trouver très facilement. Donc, voilà, comme je disais, que si le jour où si tout était en accès libre quelque part, SciAp perd sa raison d'être, il n'y a plus besoin. Bon, officiellement, on ne peut pas dire ça, mais enfin, si officiellement je dis que SciAp c'est très utile, parce qu'entre autres, ça permet de négocier autrement avec les éditeurs. Hein, parce que dans une négociation, enfin, dire que je ne reprends pas l'abonnement, ça doit être une issue possible. Aussi longtemps que je ne reprends pas l'abonnement n'est pas une issue possible, enfin, il n'y a pas de négociation. Hein. Le CNRS a arrêté depuis quelques années l'abonnement à Springer parce que c'est devenu trop cher. On y a accès autrement et ça n'a pas posé plus de problèmes que ça. Et juste pour en venir à SciAp ou ResearchGate, en général, SciAp, évidemment, c'est le site pirate, il ne faut pas en parler et tout ça. ResearchGate, c'est un réseau, là, mais je veux dire, point de vue légal, c'est pareil. Je veux dire, trouver un article sur ResearchGate ou sur SciAp, ResearchGate n'est pas plus légal que SciAp, et SciAp n'est pas plus illégal que ResearchGate. Enfin, je veux dire, on n'a pas le droit de diffuser sur ResearchGate non plus. Hein. Donc, ResearchGate vend nos données à des... C'est le modèle économique de ResearchGate, c'est de vendre nos données à ceux qui veulent les acheter, sans nous le dire. Oui, mais donc ça, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, c'est juste la question de l'accès aux publications. C'est pas parce que c'est sur ResearchGate ou que je diffuse quelque part que c'est mieux que sur SciAp. Bon, SciAp a très mauvaise réputation, mais c'est très utile. Mais ResearchGate, c'est pas beaucoup mieux, hein, en termes juste juridiques. Peut-être pour rebondir, je ne suis pas juriste non plus, s'il y a des juristes, je suis preneur. Sachant qu'on est obligé de publier en ouvert dans plein de contextes et que l'embargo est de 6 mois, est-ce que cette partie de SciHub est vraiment illégale? La partie des trucs qui sont censés être obligatoirement en accès ouvert et dont l'embargo est passé. Oui, mais c'est pas parce que c'est... d'une part, la loi pour une république ne s'applique qu'en France, hein, et c'est pas que parce que l'ANR demande que ce soit en accès ouvert que c'est autorisé. Hein. Je veux dire, les demandes des agences de financement ne changent pas la loi. Hein. Ils demandent que ce soit en accès ouvert, à nous de trouver une façon de le faire tout en étant conforme à la loi. Donc c'est pas parce que j'ai un contrat ANR et que l'ANR me demande que ce soit en accès ouvert que j'ai le droit de mettre mon document. Enfin, je veux dire, si je n'ai pas le droit de diffuser mon PDF, c'est pas parce que j'ai un contrat ANR que ça devient légal. Donc il faut, mais donc il y a entre autres la stratégie de non-cession, enfin, ou les différentes choses qui le permettent. Mais donc justement c'est un peu ça. Enfin, évidemment il y a beaucoup de subtilité, quoi. Enfin, mais si on rentre les injonctions de nos institutions et des agences de financement et ce qui est possible, il y a une déclaration récente département de la Maison-Blanche des États-Unis qui demande aussi que tout ce soit en accès ouvert immédiat sans donner les moyens, quoi. Donc, je veux dire, enfin, au tout début, quand il était question du plan S, cette initiative des agents de financement, ils demandaient l'accès ouvert. Et en fait, c'est une façon de pousser vers le tout APC. Donc, c'est pour ce sens-là que je dis que des fois, demander l'accès ouvert immédiat, si la seule façon d'y arriver, c'est de payer des APC pour que ce soit en accès ouvert, le remède est pire que la maladie dans ce cas-là, quoi. Enfin, ou éventuellement peut l'être. Donc, je veux dire, il ne faut pas juste demander l'accès ouvert sans qu'il y ait des solutions non plus, quoi. Et qui respectent la loi. Au bout de 6 mois. Oui, donc au bout de 6 mois, oui. Mais si l'obligation, c'est que ce soit immédiat. Oui, donc, bon, après... Des articles qui ont plus de 6 mois sur SciHub et qui proviennent de chercheurs en France, aux États-Unis ou en Europe, ne sont pas illégaux. Alors, la différence sur SciHub aussi, c'est les PDF éditeurs. Hein. Donc là, c'est pas... C'est cela, il pas dans la... Enfin, il y a des exceptions, les revues de l'EPS, enfin, mais la plupart des éditeurs n'autorisent jamais le PDF éditeur. Donc ce que la loi française autorise, c'est le fichier produit par un auteur sur son... Bon, il y a certaines revues qui fournissent des feuilles de style qui nous permettent de produire un document qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui qui est chez l'éditeur, mais ce n'est pas le cas partout. Donc, je veux dire, avoir le droit de diffuser le PDF de l'éditeur...
Enfin, il y a beaucoup de cas où ça, ce n'est jamais possible. Sauf si la loi change un jour ou l'autre. S'il vous plaît, c'est pour quelques précisions Oui. au sujet de l'évaluation avec Anne. Il s'agit de l'HCRS, c'est ça? L'HCRS aussi maintenant, oui. Ils vont utiliser le document déposé à débat. Il me semble que, alors je ne sais pas si c'est déjà... non. Après, pour les questions HAL, on a tout à l'heure, enfin, l'intervenante suivante vient de HAL, du CCSD, donc je pense que toutes les questions sur HAL sont... Toutes les questions HAL, on peut... C'est pas pour couper, mais c'est... Il y a quelqu'un qui... Comme petite question, s'il vous plaît, c'est sur la licence Creative Commons. Oui. Vous avez dit qu'il suffit de l'écrire sur le document. Oui. Et elle est bien, la licence? Non, non, c'est déclaratif. Hein. C'est dire, il y a une phrase, les auteurs ont appliqué une licence CC BY sur ce document, point. Je déclare que moi, j'ai écrit ce document et je le mets sous licence libre. Sous licence CC BY avec les liens. Il n'y a pas à le déclarer à une organisme? Non, 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 justement, c'est pas une licence au sens de licence de logiciel dans une agence qui vend des licences. Non, c'est juste que je précise, moi, et justement, si je ne dis rien, s'il n'y a pas de licence, j'allais dire c'est le domaine public, mais en fait non, justement, s'il n'y a pas de licence, on n'a pas, juridiquement, on n'a pas le droit d'être, typiquement, si je trouve un collègue qui met ses cours en ligne, hein, s'il n'y a pas de licence, je ne peux pas réutiliser la figure qu'il y a dedans dans mon cours à moi. Hein. Il faudrait que je lui demande l'autorisation. Mais s'il a mis une licence libre, ça veut dire qu'il donne par avance l'autorisation de réutiliser. Donc c'est purement déclaratif. Il suffit de mettre une phrase, et la phrase type est dans le guide là. Oui. Justement, par rapport à cette licence libre, donc je mets la licence libre. Tout le monde peut utiliser mes tableaux, mes figures, mes données qui sont dans l'article, ou c'est la globalité de l'article qui est un tout pour cette licence, et dans quelle mesure ces données-là, d'autres vont s'en servir pour aller sur un système de publication, parce que c'est arrivé à des collègues, ils ont trouvé leur tableau qui n'était pas forcément soumis, qui n'avait pas mis cette licence, dans des revues, des compilations, des revues, et le résultat était absolument pas cité. Donc il y a des gens qui s'approprient, et donc après on repart sur ceci. Donc ça c'est ma première remarque. Ma deuxième question, est-ce que finalement, quand les éditeurs vont voir cette petite mention, les remerciements, est-ce que c'est pas une façon de rejeter automatiquement? C'est une première façon de rejeter l'article sans même le faire reviewer. Alors, donc c'est deux très bonnes questions. Donc, la première concerne le plagiat. Hein. Bon, les licences libres ou pas, le problème est le même. Hein. Donc, mettre une licence libre, ça veut dire que moi, en tant qu'auteur, j'autorise les gens à la réutiliser, sous condition de citer que c'est moi l'auteur. Enfin, je veux dire, ça ne met pas en cause la... Alors, je confonds toujours entre les droits patrimoniaux. C'est l'auteur reste l'auteur, mais ça donne l'autorisation de réutiliser, bien sûr, en citant d'où ça vient. Bon, s'il y a qu'il y ait cette licence ou pas, les gens peuvent s'approprier les résultats. Donc, je veux dire, c'est pas le problème de la licence ou non qui facilite ou rend plus difficile le plagiat, quoi. L'autre question sur oui, est-ce que si je mets cette phrase, est-ce que je ne vais pas chercher les ennuis, hein? Bon, peut-être, hein, mais bon, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, les comités scientifiques de revue sont souverains, ils peuvent rejeter. Alors, il y a que donc la coalition du plan S, donc qui met en avant cette stratégie de non-cession des droits. Elle a écrit à tous les éditeurs pour les informer que dans le cadre des contrats, ils exigent ça de leurs auteurs et que voilà, ils veulent qu'on puisse appliquer la stratégie de non-cession des droits. Bon, évidemment, la plupart des revues ont fait le mort, enfin n'ont pas répondu. Il y en a deux qui ont dit que je n'accepte pas la stratégie de non-cession des droits, enfin 2 sur les quelques dizaines de millions de revues qui listent, donc ça n'en fait quand même pas beaucoup. À ce jour, il n'y a quasiment pas d'exemple de cas qui a été rejeté. Bon, si vous avez connaissance d'un article qui a été rejeté à cause de ça, alors on aimerait bien le savoir. Enfin, ça, donc il y a un site qui recense un peu les retours des éditeurs. Il y a quelques éditeurs qui disent « Oh, on n'aime pas tellement la stratégie de non-cession des droits, mais ça passe quand même. » Enfin, personnellement, j'ai fait l'essai et c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Donc, bon. Mais c'est sûr que on peut penser qu'on cherche un peu les ennuis. Enfin,
alors, il y a peut-être il y a différents autres éléments de réponse. C'est que, bon, le plus important, c'est qu'il faut quand même savoir que les auteurs ne sont pas tout seuls. Enfin, je veux dire, c'est le CNRS, le Conseil européen de la recherche, la coalition Ouest, la France Université a fait une déclaration dans le même sens, de dire que la stratégie de non-cession des droits, on veut que ce soit appliqué. Donc, je veux dire, c'est quand même acté et endossé par tout un ensemble d'institutions françaises et européennes. Alors, c'est pas tout à fait fini, mais je veux dire, c'est aussi une des conditions mises, disons, par le ministère, je veux dire, au consortium Couperin, dans les négociations qui sont en cours, actuellement avec Elsevier en l'occurrence, dire que dans le contrat, ça doit être écrit qu'il s'engage à accepter, que les auteurs acceptent la stratégie de non-cession des droits. C'est qui déjà les fait bondir, mais je veux dire, on leur demande juste d'accepter la loi. Je veux dire, la stratégie de non-cession des droits, c'est une possibilité légale qui existe. Donc on demande juste à un éditeur de dire oui, j'accepte que les auteurs appliquent la loi. Enfin, donc ça devrait être possible de demander ça, hein, mais déjà, certains pensent que c'est un affront de leur demander de se conformer à la loi. Je demanderais peut-être d'arrêter. Bon, c'est bien une dernière question. On prend une dernière question, après on ne va pas prendre trop de retard. En tout cas, M. Pierre il est là toute la journée, donc il y a aussi le fin de midi. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a un guichet sciences ouvertes de l'Université de Chamonix, donc toutes ces questions peuvent aussi être posées le long de l'année et le long des années qui viennent. Il faut bien sûr profiter de M. Pierre. Je me permets du coup une rapide question, peut-être en marge des échanges qui viennent d'être faits. Si je reprends le propos, je me pose la question de la place de la société civile dans le mouvement Sciences ouvertes. Si on reprend les propos introductifs, il a été évoqué la démocratisation des savoirs, favoriser la confiance des citoyens. Si je reprends en partie aussi votre pourquoi, la science ouverte, eh bien c'est bon pour la science, c'est bon pour nous, et les échanges portent là-dessus. Là, depuis le début, il me semble qu'on parle d'une diffusion plus rapide de nos connaissances, donc c'est bon pour le microcosme des chercheurs. Et c'est très bien, mais c'est bon pour la société, je ne le perçois que très peu finalement. Et ça me questionne, est-ce que ça veut dire que c'est en marge et que ce n'est pas une préoccupation finalement si grande que ça de ce mouvement-là? Ou est-ce que c'est une réelle préoccupation? Et c'est pas le... Voilà, j'ai assisté à plusieurs échanges autour de ce mouvement-là, et finalement ça porte systématiquement sur le c'est bon pour les chercheurs, et c'est bon pour nous, quoi. Oui, mais alors pour nous, en tant que société, je vais essayer de dire que c'est bon pour la société, je veux dire au général, justement, le fait que ce ne soit pas réservé à aux universitaires qui ont accès aux publications, mais à tout le monde, donc que les données soient accessibles, que les articles soient accessibles. Donc, bon, il y a tout le mouvement des sciences participatives et tout ça qui peut se développer et qui participe beaucoup à utiliser les cadres des sciences ouvertes. Alors, peut-être juste pour donner un exemple, quand je dis que c'est bon pour la société, il y a le cadre des essais cliniques. Hein. Donc, il y a les essais cliniques, il y en a, s'ils étaient systématiquement publiés, il y va des questions de santé publique, alors que, en général, sont caricaturés, mais souvent, il y a des publications que pour les médicaments, on arrive à montrer l'efficacité. Donc les essais cliniques qui arrivent à prouver l'efficacité des médicaments sont publiés, les autres ne le sont pas. Donc il y a un énorme biais quand on fait l'analyse des données pour dire, ces cas-là, c'est efficace dans 60% des cas, donc on autorise l'autorisation de marché. Les 60%, ce serait peut-être que 30% s'il y avait tous les cas qui étaient sortis. Donc là, c'est un des aspects pour la société, en question juste de santé publique. Au niveau du Covid, on a bien vu ça aussi. Il y a beaucoup d'affirmations de charlatans qui n'auraient pas eu lieu d'être si on avait eu accès à toutes les données dans les temps. Donc c'est très important, voilà. C'est une préoccupation.